Donc je vais vous parler de la manipulation du temps en M. Dr. Wu arrive juste après, donc merci Xavier pour la présentation. Vous avez les autres infos ici, et je publierai le talk après, il y aura des liens qui seront disponibles, tout ça. C'est sur YouTube. Aussi. Alors tout d'abord, donc Dr. Wu, tout à fait, le temps c'est complexe. Timey-wimey, thingy, wobbly, tout ça. C'est comme ça qu'on définit le temps dans Dr. Wu. Il n'y a pas de référence. Et si jamais vous voulez en être vraiment sûr, vous trouvez un physicien théorique, et vous lui demandez de vous expliquer ce que c'est que le temps, et surtout, si possible, vous lui demandez de vous expliquer ce que c'est le temps avant qu'il existe. À partir de là, normalement, on commence à s'amuser. C'est concept, mais ça existe. Et après, une fois qu'on parle de temps, les dates, c'est chiant. Question à la con, c'est quoi le premier jour de la semaine? En France ou en Israël? Ah, justement, dans la majeure partie... Dans la majeure partie du monde, la semaine commence le lundi. Chez les gens qui utilisent toujours le système impérial, ça commence le dimanche. En Israël, ça se trouve, ça commence le vendredi, c'est pas très clair. Et après, il y a d'autres questions du même style. En quelle année on est? Demandez à un Chinois. De ciel, je sais pas. Demandez à un Aztèque, là vous aurez un truc un peu chelou. Et sinon, un autre truc que j'aime bien, demandez à quelqu'un qui n'a pas envie de faire commencer le calendrier à la naissance supposée du Christ ou 4 ans après. Il y a des gens qui proposent de faire commencer le calendrier au moins 10 000. Ce qui ferait qu'on serait en 12 017. Moi je trouve ça cool. Juste pour faire chier. C'est ça. Les time zones, c'est pire. Parce que vous pensez que vous connaissez les time zones. La plupart du temps, on a à peu près une intuition sur ce que c'est. Bon, d'accord, on n'aime pas de bosser quand le soleil n'est pas levé. Chez les développeurs, c'est moins présent comme ça. Mais c'est quand même toujours un peu intéressant. Et du coup, je vous présente un petit pays ami, l'Australie, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Quiz, vous pensez qu'il y a combien de time zones en Australie? 3, 2, 3, 4. 12. 2, 3. Moi, 4 trucs dangereux. 3. Et c'est le drapeau de l'Espagne. Alors, en Australie, il y a 3 time zones. Mais après, il y a des changements d'heure. Et ils ne changent pas tous d'heure. Vous avez pu remarquer que ceux à gauche et ceux à droite, ils sont... Enfin, en tout cas, il y a une partie qui sont stables. Et après, il y a une ville en Australie. C'est pas totalement officiel, mais ils sont à 6h45 en théorie. Et du coup, ça vous explique aussi, l'Australie, c'est un bon exemple pour la raison pour laquelle on marque toujours les time zones en 4 chiffres. C'est parce qu'il y a des gens qui sont à plus 30, enfin à la demi-heure ou aux 45 minutes. Il existait un pays que j'aurais bien aimé montrer, mais qui a changé, qui était à plus 47, je crois. La Belgique. Mais bon, au moins, on est en France, il n'y en a qu'une, ou pas. Il y en a 2, 3. En fait, en France, il y en a 12. 12 time zones. Bon, celle-là, à la limite, celle-là, on peut l'oublier. Je pense que les scientifiques qui sont en Antarctique, on peut considérer que c'est pas un marché. Mais par contre, sur tous les autres, il y a quand même 2,7 millions de personnes. Donc, si vous faites une application et que vous voulez targeter la France, n'hésitez pas à prévoir les time zones. Ça peut quand même rapporter des gens. Et accessoirement, c'est aussi la preuve que le colonialisme, ça n'a rien apporté de bon. On aurait pu très bien se passer les time zones. Et donc là, pour rejoindre ça avec M, comment M gère cette merde? Bah là, il faut aller voir le code. Et là, on voit qu'ils utilisent des new dates. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu affaire à l'objet date de JavaScript. Voilà, donc ceux qui ont déjà essayé peuvent vous... Enfin, vous pouvez former un groupe, des utilisateurs de JavaScript anonymes, soit quelque chose. Ceux qui ont essayé de se suicider. C'est ça.
Le problème le plus important qu'il y a avec ce système de date, c'est quand vous créez une date en JavaScript, la timezone est incluse, vous ne pouvez pas vous en échapper, et même si vous créez, et vous pouvez créer une date en lui setant une timezone, et il va vous la renvoyer à la timezone du navigateur courant. Ce qui est une recette merveilleuse pour faire de la merde. C'est du client. Hein? Ou du JavaScript. C'est du client. Ouais. Et donc du coup, le truc qui revient souvent dans le JavaScript, c'est qu'on parle énormément de performance. Il y a plein de gens qui disent utilisez pas React, utilisez Preact ou Preact ou PicoReact comme vous voulez. Parce que c'est que 3 KO et c'est bien. Il faut réussir à avoir des libs qui sont sous le seuil des 3 kilooctets. Sauf si vous devez utiliser des dates. Dans ce cas-là, utilisez Moment. C'est pas grave. C'est 21 KO de base. Vous en rajoutez 68 si vous voulez les locales. Enfin, c'est 68 en tout, ça comprend les 21. Et après, si vous voulez les time zones, soit vous voulez toutes les time zones, et dans ce cas-là, ce sera 26 KO, soit vous vous contentez des infos à jour, et ce sera que 3. Parce que les trucs amusants avec les time zones qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'un pays peut décider n'importe quand de changer sa time zone. Il y a, je crois, le Maroc qui, pendant un ramadan un peu difficile, a décidé de faire moins 6 heures pour que le ramadan soit vivable, et qui, à la fin du ramadan, a repris les 6 heures pour aller mieux. Donc, ça a duré un mois, et c'est dans les 26 KO si jamais vous avez besoin de travailler dans le temps pour gérer ce genre de choses. Ceci étant dit, Helm apporte quand même pas mal de trucs qui peuvent aider nativement. Le truc de base, donc on l'a vu tout à l'heure, les mois sont un union type. Donc ça c'est la syntaxe officielle Helm. Quand vous voulez écrire des trucs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous pouvez l'écrire soit sur une ligne, soit si vous faites un retour à la ligne avec quel format, vous allez avoir tout ça qui apparaît. Et donc du coup, bon voilà, les mois déjà commencent pas à 0, contrairement à toutes les autres variables, comme c'est le cas en JavaScript. Vous avez janvier, février, etc. etc. C'est déjà un peu plus lisible et un peu plus agréable. Ensuite, quand vous essayez de parser une date, vous avez une string, si possible en ISO 1601. Donc c'est le format année-mois-jour, T, heure, 2 points minutes, 2 points secondes, plus 4 chiffres pour indiquer la time zone. Donc vous pouvez vous abstraire du plus, vous pouvez vous abstraire aussi de la partie qui suit, qui commence au niveau du T. Et c'est quelque chose en JavaScript qu'on a tendance à pas gérer. On fait un new date avec la string et normalement ça marche, YOLO. Des fois non. Et Helm, ça fait partie des choses qui n'ont pas été dites, mais ça, contrairement au JavaScript, va vous forcer à gérer vos cas d'erreur. Donc typiquement, le from string prend une string et vous renvoie un result qui en cas d'erreur, vous renvoie une string qui vous donne l'erreur, et sinon, vous renvoie un objet date. Donc ça se passe comme ça. Donc là, typiquement, on importe l'objet, on importe date, on récupère le type date. C'est un des trucs qui est un petit peu chelou en Helm. Date.date, c'est le type de date. Date étant le module. Donc là, j'ai un modèle qui comprend juste myDate, une fonction d'update qui gère le truc. La version un poil plus complexe, ce qui vient après le beginner programme, c'est ce truc-là, qu'on a le modèle, la chose qui est prise en compte par la fonction d'update, c'est un tuple avec modèle et des commandes, soit des tasks, globalement la plupart du temps. Les signaux discrets. Les signaux discrets, si tu veux. Donc là, typiquement, j'ai supposé qu'on avait un input, on appuie sur un bouton, on envoie un message qui est user as entered date, on a une string, on peut donc faire un date from string de ce date string, et on a soit un OK avec la date, quelqu'un on peut mettre à jour tranquillement, soit un R avec une erreur, et faites pas ça, mais bon, ça permet d'illustrer facilement. Le debug.crash de Helm permet de faire une exception au runtime, c'est-à-dire que l'application va juste crasher, et si vous le faites au début de votre programme, ça va faire une page blanche. Donc on peut le faire en Helm, malgré tout. C'est quand même quelque chose de bien. Sinon, pour faire un debug log, ça marche aussi. Si vous voulez, la date courante, donc, qui est obtenue en faisant un new date sans paramètre. Donc date.now qui renvoie une tâche. Et du coup, ça se passe comme ça.
Donc voilà comment on récupère en général au tout début de son application quand on a besoin de la date du jour. C'est le cas le plus classique. On va avoir une fonction d'init qui va être donc un petit peu complexe donc avec le tuple dont je parlais ici. J'ai pas précisé, mais le init model va mettre en place toutes vos variables par défaut du modèle. Et le deuxième paramètre, on va utiliser le date.now et on va directement utiliser le task.perform, donc on va être pipé, pour, dès le lancement, enfin dès l'initialisation de l'application, on va directement obtenir une date. Ça va, dès qu'elle est créée. Je suis vraiment désolé. Non, c'est une vraie question qu'on a donné. Ça sert à quoi de piper quand il n'y a qu'un seul argument qui n'a pas besoin de parenthèse? Ça sert à quoi de piper là? À rien. Ok, d'accord. En fait, si, moi le truc qui m'intéresse là, c'est que je préfère lire comme ça. Et du coup, je peux directement lire c'est un date.now, je m'en fous un peu de ce qu'il y a derrière, je sais que c'est un tag.perform, ça fait le truc immédiatement. Je trouve que c'est une réponse extrêmement valide. Du coup, donc, dès que le date.now va être exécuté, ce qui est relativement immédiat, on obtient un message qu'on passe au task.perform avec la date du jour, et on peut directement faire un just today parce que c'était un maybe. Et on peut gérer le cas où il y aurait une erreur quelconque, où on ne veut plus l'avoir, où on débute sans... Typiquement, à l'init de modèle, current date serait initialisé à nothing. Et la communauté est là pour aider. Tout à l'heure, on parlait de la communauté de Rust qui était extrêmement bienveillante et qui était prête à aider, etc. La communauté de Helm est aussi assez impressionnante. Il y a eu récemment un mec qui est arrivé sur le Slack de Helm qui apparemment avait fait du visual basique avant, et qui a commencé Helm, et qui lui posait des questions. Oh le gap quoi. Et bah, il y a quand même un mec, en tout cas il y a une personne qui a passé, je crois, 2 heures à discuter avec lui tranquillement pour lui expliquer au fur et à mesure. Est-ce que le mec maintenant il a le fois ou pas? Je sais pas jusqu'où il en est, Il écrit des compilations pour le web. mais en tout cas... Donc du coup, la première lib que vous seriez amené à utiliser, date extra, de monsieur R8N, donc on parlait de GitHub tout à l'heure, c'est le principe, hein, qui s'occupera de création de date. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans la librairie de base, il n'y a pas de moyen de créer une date, à part le from string, on ne peut pas en créer une directement, et le from string provoque un résultat, et c'est potentiellement un peu chiant quand on sait qu'on a les valeurs. Donc ça se passe comme ça. On utilise quand même les mois de Helm, on importe le module extra, et on a un date from field qui prend dans l'ordre l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, les secondes et les millisecondes, parce qu'on a déjà JavaScript derrière, et si jamais vous voulez être précis. Donc là j'ai été optimiste, j'ai supposé que ça s'arrêtait à minuit, il est fait, bon, on verra bien. Ça s'occupe aussi de la comparaison entre deux dates. C'est un poil plus complexe, donc j'utilise donc le create, donc là c'est la même chose. Et après il y a le compare qui expose une fonction is, une fonction compare to. Il y a aussi une fonction compare free, parce que on peut préciser ce qu'on veut comme comparaison. Compare to, il y a before, after, between, et je crois qu'il y a un truc d'erreur, mais qui n'est pas très utile. Et donc on peut faire une magnifique fonction isBefore, qui est isBefore, date 1, date 2, qui a priori devrait renvoyer true. Ouais, alors date 1 c'est l'IFP start et date 2 c'est l'IFPN, faites pas attention. Ça gère aussi les traductions. Mdate extra, et c'est la raison pour laquelle si vous devez faire des traductions de date, vous serez amené à utiliser Mdate extra, malgré ce que je vais dire après pour les time zones, parce que pour l'instant c'est le seul qui fournit un système de trad correct. Un peu chelou, pas standard selon la plupart des librairies de traduction de date, mais qui fonctionne. Donc typiquement, j'ai repris la date from field de tout à l'heure, et donc le current date, alors on utilise donc format, une config, qui est un truc un peu chiant que j'ai pas mis, mais qui globalement c'est import date.extra.config.config_frfr exposing config. Voilà, c'est juste la liste des configurations de la langue en question.
qui contient par exemple pour le FR, la semaine commence le lundi. Pardon. La semaine commence le lundi, qui contient la liste des différents noms de jours, des différents noms de mois, etc. Et donc là, c'est ce que je disais, c'est un petit peu bâtard comme format, ils l'ont fait à leur sauce. Et ces paramètres-là donnera ce résultat ici. Donc grand A, par exemple, pour le jour de la semaine en toutes lettres et complet. Petit a, ce sera le jour de la semaine sur 3 lettres, ce genre de choses. Les comparaisons, enfin une partie des comparaisons qui est aussi mais les durées. Donc là, par exemple, j'ai mis la date de Helm Europe. Donc la différence entre l'ILFP Start et Helm Europe Start vous renvoie à un record avec toutes les données de comparaison, ce qui permet d'avoir des choses précises. On peut ignorer totalement la plupart des choses et savoir, si on veut juste connaître le nombre de mois, on va faire un petit absolu ou inverser les paramètres, mais on peut se contenter de juste cette valeur-là. On n'a pas besoin de récupérer un timestamp qu'on va ensuite faire diviser par 60, par 60, par 24, par 30, parce qu'on ne sait pas trop pour un mois. On obtient directement ces valeurs-là. C'est assez pratique. Mais, donc voici un petit extrait de la doc, du README de cette librairie. Donc faites attention, il y a beaucoup de façons de manipuler les dates qui vont produire basiquement un résultat incorrect. Des résultats incorrects. C'est-à-dire que moi, j'avais eu un projet par exemple où je devais afficher tous les jours qu'il y avait par mois. Donc je faisais une différence entre le début du mois et la fin du mois. Et comme on a une time zone sympa, les 2 mois de changement d'heure, il y avait un jour de moins parce qu'on arrivait juste à la limite. Du coup, je me retrouvais à la fin de mon année avec un trou dans mon tableau de 2 jours. C'est pratique. Le 13, c'est la clé. Et du coup, pour ça, ncommunity/ntime, qui a été récupéré il n'y a pas longtemps sur ncommunity, qui globalement est à sortir quand vous avez des besoins un peu plus lourds, ou vous avez juste des bugs avec des time zones, qui arrive aussi, qui sont des dates en pur Helm, donc des dates et des times, qui sont matérialisées par des records. Donc ce qu'on a vu sur le diff, c'est globalement une date dans une time. Donc une date avec le temps, et après il y a des time zones. Alors il y a à peu près les mêmes outils, donc la création, la comparaison, les durées. Il n'y a pas les traductions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une petite manipulation entre les deux pour recréer une date classique, pour avoir une traduction si on veut l'utiliser avec M date extra. Et ça se passe de cette façon-là. C'est plus simple la plupart du temps. Par contre la doc, je te remercie Xavier, je vais faire une PR probablement demain pour utiliser les type alias parce que l'explication de cette date c'est int date. En fait tu peux faire des types fantômes, on peut le faire en L. C'est vachement mieux. Mais... Ouais mais je sais pas si la PR va être acceptée. Il y a un article sur le dernier cri qui va arriver dans quelques jours. Donc voilà, donc globalement, une date, l'année, le mois, le jour. Le mois commence à 1. C'est trop cool. C'est trop cool. Par contre, le mois est pas un union type. C'est vachement cool. La petite blague. Bon, ils voulaient être consistants, donc du coup, ils ont utilisé que des int. C'est un peu chiant de temps en temps. La manipulation, il y a des fonctions qui sont pratiques. Add month, add days, add minutes, enfin pas add minutes, c'est dans... C'est comme Ruby en plus. C'est ouais, sauf que c'est avec un pipe donc c'est plus joli. Donc du coup voilà, c'est assez simple. Si jamais ça va faire un clamp jusqu'à la prochaine date qui est correcte. Donc là si on avait fait plus 12, on aurait de nouveau eu février de l'année suivante. Donc ça gère ce genre de choses. Donc ça va. La comparaison est, à mon sens, un petit peu plus propre, dans le sens où, sur les 2 dates là, ça renvoie à le type order, qui est un des types par défaut de Helm, et qui permet d'utiliser ça directement dans une fonction de sort classique. Donc il y a LT, EQ et GT. Donc,
less than, greater than et equal. Et ça permet d'utiliser ça directement dans un filter, dans un sort. C'est relativement simple. Après, vous avez les dead time. Donc de la même façon, un dead time, c'est une extension du date, sauf qu'il y a en plus les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Et c'est représenté sous la forme d'un record, et ils ont prévu de créer un 0, qui est donc cette magnifique date, le 1er janvier de l'an 0. Le début de l'univers. Bah ouais, parce que ça reste le calendrier grégorien, donc il s'est passé du temps avant ça, et il y a des années négatives, mais bon. Mais du coup, comme ça, un record, on peut utiliser directement la création en Helm, enfin l'update d'un record, pour obtenir directement les valeurs qu'on souhaite. Ouais. C'est vraiment un calendrier grégorien, donc c'est problématique, c'est pas l'adaptation calendrier julien tout ça. Alors, comme s'il y avait eu des jours fériés, pas d'année bissextile en 100, 200, 300. Ah non, pardon, c'est le clavier, le calendrier mis à jour. Je dis grégorien par facilité, mais oui, c'est celui qu'on a. Celui qu'on grégorien, mais c'est parce que ça dit. Il est affine. Il y a des c'est le calendrier grégorien, c'est vraiment le calendrier grégorien. Après avoir lu tes slides, c'est vraiment le calendrier grégorien. Donc du coup, l'un des intérêts et le truc pratique, c'est si on n'a pas besoin de tous les champs et qu'on va en laisser à 0, on peut updater à partir de 0 et tout balancer comme ça. Il y a aussi une fonction de création où on aura, je crois que c'est deadtime.deadtime, enfin deadtime from field, je sais plus, mais qui sera donc de type int date. Boum. Voilà, c'est d'où la création comme ça avec un record, au moins on sait ce qu'on fait des alias en fait. Ouais. Et donc les fameuses time zones. Où là on découvre un truc qui est un petit peu rare en Helm, mais qui est intéressant quand même. Les time zones par défaut sont lazy, et du coup il faut lui passer une fonction vide pour l'activer. C'est quoi une fonction? C'est une closure qui renvoie void. Je proteste, mais c'est un tube, C'est à peu près comme ça que c'est fait. Et globalement, donc, une zone dead time qui prend en argument une time zone et un dead time comme on l'a vu précédemment. Et du coup, on n'a pas vu le let in tout à l'heure, mais ça permet d'assigner des variables à peu près. Alors on l'a vu, parce qu'on a dit que ça respectait la tradition ML. C'est vrai. Donc non. Et alors pourquoi t'as mis un pipe chevron inverseur, t'aurais pu mettre des parenthèses? C'est quand même le fric, $1. Oui, c'est vrai, beaucoup de dollars. On est d'accord, D'accord. Mais ça ne me choque pas. Du coup, ouais, j'ai mis. Là, pour le coup, j'ai pas de raison d'avoir mis ce là comme ça. C'était juste pour montrer qu'il existait. Alors qu'il n'existe pas d'élixir, hein. Ou la honte. Du coup, donc ici, la time zone Europe-Paris, on initialise, on crée la zone, et on a la fonction toIso 8601, donc, qui vous renvoie la string en question. Ce qui prend des durées 86 €. Est-ce qu'il prend Des durées 86 €. C'est-à-dire Normalement, tu peux écrire P1Y et ça te donne une durée en 8601 et tu peux l'insérer. Voir si tu peux insérer des durées dans ce programme. Du coup, donc est-ce que ça prend des durées sur ce format-là? Je sais pas, je ne peux pas dire. Ça fait moins 65 098, ouais. Sans ironie, hein. C'est vraiment ouais. Ouais, alors. D'accord. Le gars qui me posait la question, c'est Ouais, j'ai vu ce slide. Non, mais c'est vraiment plus, hein. Sans trop là. D'accord. Du coup, redis. Hein? Redis ce qu'il faut faire. En gros, ce qu'il faut, c'est le coefficient de mouvement Unix, tu vois, remis dans son contexte. Et c'est 65 000 quelque chose. Ok. Et ça marche vraiment en plus. Hein.
C'est vachement classe, il a fait des codes compliqués, mais voilà. Très bien, c'est bon. Bon, on a carré. Si, Je vois pas de raison de fetch une durée. Non, ça a du sens, beaucoup de sens. Donc voilà, donc, la façon de gérer les time zones, qui n'est pas forcément la plus évidente, mais qui au moins est safe. Ce qui est bien. Elle est belle. Ouais, c'est un Ouais. propre. Elle est moins évidente que Moment. Et alors pour la petite histoire, ces time zones là, les données sont récupérées depuis Moment. Donc vous embarquez quand même les. Je pense qu'ils ont pris que les 3 KO. Mais on embarque quand même les 3 KO de time zone. Ce qui n'est pas forcément pratique. Donc ce que je vous invite à retenir de cette présentation, ignorez pas les time zones quand vous faites une app, même si vous la faites pour la France. Les 2,7 millions de personnes vous remercieront. Essayez de pas forcément vous foutre dans un piège vous-même en utilisant les dates qui sont intégrées dans le cœur de Helm, parce que vous aurez les mêmes problèmes qu'en JavaScript, donc vous aurez les mêmes problèmes qui ont créé Moment, ou pour ceux qui font du JavaScript, n'hésitez pas à essayer DateFM, ce qui est un peu plus propre et plus léger. Et n'hésitez pas à regarder le code natif de Helm. Sur le site, sur les différents paquets, j'ai toujours un lien browse source qui vous envoie donc vers le GitHub associé. Et si vous allez regarder les sources du cœur de Helm, enfin des différentes fonctions du cœur, il y a un dossier SRC dans lequel il y a un dossier native qui est l'implémentation en JavaScript de ces fonctions. Le code n'est pas du tout obscur, il est fait pour être lu. Et il peut permettre d'en apprendre pas mal sur comment fonctionnent les différentes choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Bravo. Oui. Moi j'ai une question. J'ai vraiment une information. J'ai trouvé que c'est toi qui était génial. Alors, enfin, non mais vraiment, c'est je trouve qu'elle dit XL et IFP de ça, on a des trucs qui sont vachement cool. Avant on avait eu Elixir et les autres buts. Là on a eu cette OGL qui est vraiment super. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop cool, fun et tout ça. Mais alors, tu peux revenir juste au slide précédent. Le premier point. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Alors déjà. Moi j'ai rien à foutre. Bah, en fait, ça dépend de ta logique. Si jamais tu veux avoir le plus de gens possible pour ton app, tu as quand même une niche de 2,7 millions de personnes qui sont tout le temps ignorées et qui, du coup, si tu fais une app qui répond à leurs besoins, peut leur plaire. Je pense. Tu crois qu'ils ont internet? C'est une blague. Et l'autre raison, c'est que si jamais tu fais une app qui est prévue en France, si tu as envie d'internationaliser après, t'es déjà rodé. Et en théorie, tu as déjà eu 12 time zones pour te faire les pieds. Donc ça devrait passer pour le reste. Tu devrais pouvoir gérer l'Australie. Et alors l'autre question qui dérive de la première, c'est, je me demande vraiment, mais alors je sais que tu as travaillé sur des calendriers, etc. Tu vois, mais comment tu es arrivé à te poser ces questions-là? Là, je te cache pas que moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi c'est le serveur qui me la dette et c'est tout. Moi, donc, Alors, quand l'autre dit ça marche pas, rien à foutre, c'est pas mon taf. Mais C'est le client. c'est le serveur qui donne la date, du coup tout le monde est à la même heure. Exactement. Bienvenue dans mon monde. alors, Là, il est 18h. pour plein de raisons, à l'origine, parce que je faisais une app qui affichait juste, à la place d'afficher une date pour des tâches, ça affichait dans X jours, Ok. ou dans X semaines, ou demain, ou après-demain. Mic drop. Et le truc auquel j'ai été confronté à la base, c'était du JavaScript. Et je me retrouvais avec la situation complètement débile, qui est que si j'étais avant midi, c'était dans 8 jours, et si j'étais après midi, c'était dans 7 jours. Et à force d'essayer de corriger ça, je me retrouvais j'ai plongé un peu loin. Je veux pas y échapper Et après, on se retrouve à avoir des situations où on découvre, il y a des gens qui pointent du doigt ce truc en Australie où il y a une ville qui a le site de 8h45.
Il y a des trucs amusants aux États-Unis aussi où dans je sais plus quel état ils ont le changement d'heure, sauf une ville qui a pas envie. 6h45, pomme. Ils sont là. Et ce genre de choses, et l'exemple du Maroc et du Ramadan qui est toujours marrant. Et après, des réflexions où on commence à cliquer sur le temps. J'ai pas les moyens de m'acheter une montre à une seule aiguille, alors je me suis acheté une smartwatch et une app qui me permet d'avoir qu'une seule aiguille. Ce genre de choses. C'est un respect. Top. Ouais. Comment tu ferais en Australie pour gérer tes dates? Tu géologues par IP, tu fais comment? Alors, tu Parce peux. que le gars, tu sais pas. Il y a la langue du browser, la time zone du navigateur. Ouais. T'as la time zone du navigateur, tu peux demander à l'utilisateur, tu peux essayer d'avoir une IP et choper les fils les plus importantes, tu auras la time zone à peu près. La time zone du système aussi. La time zone du système sera la même La que caisse le est navigateur. Le mien, il en envoie. Ouais, sauf si tu le changes, quoi. Mais faut être un peu. Non, mais la time zone, moi, c'est celle des US, hein. Je vois des US. C'est le camp, Donc, tu prends quelle source Bah ouais, tu fais comment? Tu prends le browser, tu prends l'adresse IP, tu prends quoi? Alors, quelle source je prends depuis le navigateur? Ça dépend en fait. Si j'ai le choix, je demande à l'utilisateur. Si possible, en lui demandant de cliquer sur une map et pas en lui filant un select de. Et après, tu la sauvegardes chez toi pour savoir Ouais. quand il revient. Après, tu la sauvegardes sur le profil de l'utilisateur. Et éventuellement, le truc qui marche bien, c'est que tu peux faire en même temps une détection du navigateur et de l'IP. Oui. Et tu peux lui proposer un changement si tu détectes quelque chose. Genre, la personne est allée faire un talk, est australien et allée faire un talk aux Oui, États-Unis. il a voyagé et Tu détectes qu'il y a un truc bizarre et tu lui demandes s'il veut changer en lui proposant. Et pour moi, c'est la méthode la plus user-friendly. Ouais, j'avoue. Et après, l'avantage aussi, c'est que tu peux combiner un petit peu les deux méthodes. Si l'IP t'obtient Australie et que tu veux lui demander la time zone, tu lui files que la map de l'Australie en rajoutant un bouton pour dézoomer éventuellement. c'est la solution Linux. C'est ça. Mais après, il n'y a pas de bonne solution. Et je l'ai pas dit, mais stocker toujours des dates en UTC. Toujours. Oui. Stocker pas de time zone. C'est pas que c'est faux. Enfin, c'est faux. Il y a des cas où ça va pas bien marcher. Si t'es sur une application d'agenda, typiquement, que t'as une date qui a rendez-vous dans le futur, tu vas devoir regarder la time zone. Il y a l'exemple de l'Argentine qui va nous aider. Il y a quelques années, l'Argentine a décidé de changer la date d'application de son passage RDT d'une semaine ou quelque chose comme ça, 3 semaines avant. Vraiment. Donc les mecs ont updaté les fichiers de time zone, ils étaient comme ça, ils avaient les cheveux en feu. Et donc du coup, ça veut dire que si t'as pris rendez-vous un mois avant le changement de date et qu'il est parti dans le futur, le changement d'heure et qu'il est parti dans le futur, si t'as posé ton rendez-vous à 9h heure locale, en général, tu vas quand même pouvoir te retrouver à 9h heure locale, mais tu seras 1 heure plus tôt parce que le changement d'heure n'aura pas eu lieu, parce qu'il a été repoussé. Ouais. Alors que si tu as décalé ta date dans ton agenda d'une heure, il y a des cas où on garde des heures locales. C'est des usages qui sont des usages en heure locale. Si c'est l'instant auquel il y a eu un événement dans le passé, typiquement toujours effectivement du PC, parce qu'il a eu lieu à un instant de toute façon. Après, je sais pas si ça vaudrait pas le coup de la stocker à part quand même, mais. Donc, tu as un truc pour stocker une zone daytime, ça dépend du moment. Du coup, ouais, non, il y a des cas où Il faut bien que ça serve à quelque chose. D'autres questions du coup? Ouais. Je cache. Je sais pas, t'as mis déjà géré des dates. J'ai déjà eu des dates enregistrées. C'est plus simple avec elle. Alors, Je voulais juste nous montrer ton chemin de couleur. un peu des deux. Dans l'absolu, je trouve ça plus simple avec elle, parce que c'est ça. S'il vous plaît. Rien que la gestion des mois, c'est déjà plus logique. T'as pas cette erreur classique en JS où tu dis je veux que le truc soit en février, je vais mettre un 2 et tu vas se retrouver en mars. Donc tu perds ce risque-là.
Par contre, si tu n'utilises pas une librairie comme Anytime de Community, tu te retrouves avec les mêmes merdes. Et pour le coup, c'est pas forcément évident au départ. Quand tu le dis, enfin, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé avec 2 cases vides dans mon année. Le premier réflexe n'a pas été de me dire « Ah oui, c'est vrai, les changements d'heure, ça a foutu la merde dans 2 jours dans l'année. » Première réaction, ça a été « Bah, qui c'est que... what the fuck ?» Et après, du coup, tu fais ça mois par mois, tu comptes le nombre de jours par mois, tu te rends compte qu'il y a 2 mois qui sont pas corrects. C'est là que tu commences à te dire qu'il y a un truc. Bah, effectivement, tu comptes sur les phalanges pour savoir mais c'est combien, c'est 30 ou c'est 31, je sais plus. Mais à partir du moment où tu utilises la librairie qui crée les dates sous forme de record, là c'est vraiment beaucoup plus simple. Et accessoirement, je finis juste ça et je t'en parle. Le changement, j'avais toute mon app qui était en Endate Extra, je l'ai passé en Endtime, ça m'a pris 3 heures. Et ça m'a pris que 3 heures et après tout marchait. À 3 heures, j'ai compris 3 jours. Non, 3 heures. heures. Non, ça m'a pris 3 heures. Alors le compilateur m'a remonté 47 erreurs, je crois. Et tu passes sur une par une, tu corriges. Et du coup, tu as carrément switché de bibliothèque, t'as pas juste utilisé les deux. Alors, j'ai contraint la première à juste les traductions de jour de la semaine. C'est la seule chose que ça fait. Et j'ai 2 ou 3 fonctions de passage de l'une à l'autre pour avoir pour les trucs corrects. J'ai dû créer une fonction qui change le mois du type en numéro. Et l'inverse. C'est le genre de choses que j'ai eu à faire. Mais ça, c'est pas très long. Et à partir de là, ça roule vraiment tout ça. Est-ce que tu as recréé une librairie par-dessus ça pour, je sais pas, À partir de là, j'ai pas envie de le refaire, ça a l'air chouette. Alors, est-ce que j'ai proposé une libre pour ça non, par contre, j'ai proposé à Endtime de rajouter les fonctions de conversion. C'est encore en débat. Ils sont pas trop d'accord sur le fait que... Bah, c'est pas si violent que ça, ils disent juste, bon, non, c'est pas la peine. C'est facile à refaire, mais bon, est-ce que ça mérite d'être dedans? Moi je trouve que oui, eux trouvent que non. Je compte sur Europe pour essayer de choper le mec et lui en parler. Mais par contre, la lib que j'ai faite, donc avec Symbiose, c'est une lib qui permet de prendre une liste d'événements, donc une date de début, une date de fin, et d'avoir une liste de listes avec des dates qui se superposent pas. C'est relativement simple à faire en L, que j'aurais pas du tout aimé faire en JavaScript. Pour le coup. Ça prend quoi? Ça prend une liste d'événements. Alors, imagine que tu as des événements, un agenda quelconque, et si tu as des événements qui se passent en même temps, ça va te les superposer en créant enfin, ça va faire une liste de listes. Et dans chaque liste, il n'y aura que des événements qui se suivent. En moins de listes possible. Ok. Merci. Bravo.